L'économie sociale et solidaire aura bientôt un nouveau visage pour la représenter au niveau national. ESS France va changer de président. ESS France, c'est l'instance qui porte le plaidoyer politique des structures de l'économie sociale et solidaire en France et qui coordonne aussi pour le grand public au mois de novembre le mois de l'ESS. 3 candidats donc se proposent de succéder à Jérôme Sadier, le président sortant. 3 candidats que nous avons tous invités sur le plateau de Mediatico, le média de l'ESS. Et aujourd'hui, nous recevons le 3e de ces 3 candidats. Bonjour Benoît Hamon. Bonjour. Benoît Hamon, vous avez un très long parcours politique sur lequel on va revenir. Vous avez notamment porté et fait voter la loi ESS de 2014. Aujourd'hui, vous êtes le directeur général de Singa. C'est une ONG qui met en œuvre différents programmes d'accompagnement des migrants en France. Mais d'abord, dites-nous pourquoi vous avez décidé d'être candidat à la présidence d'ESS France. Quelle vision politique de l'ESS vous voulez porter ? D'abord, vous l'avez dit en introduction, j'ai été ministre de l'ESS et j'ai, non pas abandonné, mais j'ai un peu quitté l'ESS, en tout cas les institutions de l'ESS, il y a 10 ans de cela. L'objectif de la loi, c'était le changement d'échelle de l'économie sociale et solidaire. Et changement d'échelle que la loi seule ne pouvait pas réaliser. Il fallait que la volonté politique suive, que le portage politique suive, que l'État se donne des moyens de pouvoir accompagner les acteurs de l'ESS, qui sont parfaitement capables d'être coproducteurs de cette politique publique. Mais durant cette décennie, l'engagement de l'État était intermittent, en pointillé, et au bout du compte, nous ne sommes pas parvenus à passer à l'échelle l'économie sociale et solidaire, à faire en sorte que sa contribution à la richesse de ce pays ne se mesure pas qu'en termes de valeur économique, mais aussi en termes d'utilité sociale, d'impact écologique, d'impact démocratique. Tout ça reste encore devant nous. Et le sens de ma candidature, moi qui suis devenu un dirigeant d'une organisation de l'ESS depuis maintenant 3 ans, Singa, qui est confronté à toutes les grandes questions économiques auxquelles sont confrontés aujourd'hui les acteurs de l'ESS, dans le monde associatif, mais tous les acteurs privés non lucratifs. Eh bien, mon choix s'est porté sur la candidature à la présidence de l'ESS France parce que j'ai eu envie de reprendre le fil d'une histoire un peu inachevée. Nous voulions changer d'échelle à l'ESS. Aujourd'hui, je sens je perçois un désir profond de l'ESS dans la société, dans l'économie. Le sens de mon engagement aujourd'hui en faveur de l'ESS France et à la présidence de l'ESS France, c'est reprendre le cours inachevé de cette histoire et de cette ambition, changer d'échelle à l'ESS. Alors l'ESS va changer de visage si vous êtes élu à ESS France le 10 avril, parce que c'est la date du conseil d'administration. Est-ce que l'ESS va aussi changer de discours, ou bien est-ce que vous êtes dans la continuité de ce qui a été fait jusqu'ici avec et par Jérôme Sadier, sachant que Jérôme Sadier était dans votre cabinet quand vous avez porté la loi ESS en 2014 ? Donc il ne m'en voudra pas qu'on change tout, non? Absolument pas. Non, mais Jérôme, il a fait un travail remarquable à la tête de ESS France. Et il y a un acquis fondamental à son mandat, en tout cas dont il n'est pas d'ailleurs le défenseur lui-même. Ce que disent les acteurs de l'ESS, c'est qu'il est parvenu à faire parler des familles différentes, les coopératives, les associations, les mutuelles, les fondations, les sociétés commerciales de l'ESS. Il est parvenu à les faire parler d'une même voix sur un agenda commun de l'ESS. Et c'est une grande victoire parce que l'ESS, parfois, a tendance à ressembler à une piscine dans laquelle chacun nage dans son couloir de nage et où on a du mal à faire nager tous ces nageurs et nageuses ensemble. Eh bien, c'est la réussite, je crois, de Jérôme Sadier. C'est ce dont témoignent les acteurs de l'ESS. Et il est parvenu à réaliser une première synthèse aussi avec les chambres régionales de l'ESS qui sont représentées au sein de ESS France et qui sont les acteurs des politiques nationales de l'ESS. Celles sont qui n'y aurait pas de politique dans les territoires, celles qui identifient les innovations sociales, les dupliquent, les généralisent, se préoccupent de structurer des filières, d'accueillir, d'informer, d'orienter celles et ceux qui veulent entreprendre en ESS comme la loi leur donne ce rôle. Donc il a réussi aussi, je crois, à inscrire le développement territorial de l'ESS parmi les priorités de ESS France. Et je crois que ces 2 acquis nous permettent d'envisager un cycle nouveau. Sans ces 2 acquis-là, on ne pourrait pas imaginer aujourd'hui faire franchir une étape supplémentaire au plaidoyer de l'ESS parce que ce dont il n'est plus, en tout cas ce qui n'est plus possible d'accepter aujourd'hui,
c'est que l'ESS, à travers ses instances, soit à ce point mis de côté, parfois méprisé par les pouvoirs publics quand on parle de transition écologique, quand on parle de développement économique, quand on parle d'entrepreneuriat, quand on parle de solidarité, quand on parle de santé et de prise en charge des personnes vulnérables. Dans tous ces moments qui peuvent être des moments de consultation, de discussion, d'élaboration des politiques publiques, ESS France est rarement à la table. Invité quand on demande à être invité, ça n'est plus possible. Il est temps que les pouvoirs publics hissent leur niveau de réponse, leur niveau d'engagement vis-à-vis de l'ESS à la hauteur de la contribution qui est celle de l'économie sociale et solidaire dans la société et qui lui est reconnue par les Français. Et c'est cela qui sera ma priorité demain. Alors Benoît Hamon, votre parcours, il est très politique. Vous avez présidé le mouvement des jeunes socialistes en 93-95. Vous avez été député européen, porte-parole du PS, ministre délégué à l'ESS donc entre 2012 et 2014. Vous avez été ministre de l'Éducation nationale, candidat à l'élection présidentielle. Vous avez été frondeur aussi sous François Hollande. Vous avez lancé Génération.S, votre mouvement. Et puis vous avez quitté la politique, voilà 5 ans. Mais vous faites toujours de la politique. Est-ce que votre profil politique est un atout ou un handicap dans cette campagne pour briguer la présidence de ESS France ? Vous avez retenu mon parcours politique. Vous auriez pu dire que j'ai créé 2 entreprises, que j'ai été dirigeant, en l'occurrence, de Singaec. Là aussi, j'ai créé des entreprises en ESS. Ma vie, elle ne se résume pas à l'engagement partisan. En l'occurrence, tout le monde fait de la politique dans l'ESS, ou la plupart, y compris les candidats à ESS France. Mes engagements, moi, sont connus. Ils sont connus parce que ce sont des engagements qui ont été publics et ils forgent mon caractère. Je reste et je resterai un homme de gauche. J'ai abandonné l'engagement partisan, ce qui ne veut pas dire que j'abandonne une vision politique de l'avenir de notre pays et a fortiori de l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire, c'est l'économie la plus politique. Pourquoi ? Parce que c'est l'économie qui revendique que la démocratie a un rôle à jouer dans les entreprises. Est-ce que l'économie sociale et solidaire est forcément à gauche ? Non, elle n'est pas en tout cas faite que par des gens de gauche, mais son histoire et compagne de l'histoire de la gauche. Pourquoi ? Parce que le solidarisme, l'associationnisme, le coopérativisme, le mutualisme sont associés à l'essor des idées de gauche dans la deuxième partie du 19e siècle, dans la première partie du 20e siècle, et que les grands noms qui sont associés à l'économie sociale et solidaire ont toujours eu à frayer plus ou moins avec la gauche. Donc il y a une histoire commune avec la gauche, ce qui ne veut pas dire que c'est la propriété de la gauche, surtout quand la gauche ne pense plus grand-chose de l'économie sociale et solidaire et de son avenir. Et il y a eu un grand moment de blanc, de silence de la part de la gauche sur la possibilité de faire vivre dans l'économie des modèles non lucratifs, la démocratie, la recherche de l'utilité sociale. Et si en 2014 on a rompu un peu avec ce silence, et si on a donné chair à ce qu'était l'aspiration à une forme de biodiversité dans l'entrepreneuriat et dans l'économie, on voit bien que ce sujet-là est un sujet encore où ce plaidoyer-là en faveur de l'ESS reste davantage le monopole d'acteurs du mouvement social, d'acteurs de la société civile, d'acteurs de l'économie qui considèrent aujourd'hui que les modèles non lucratifs sont pertinents. Et je vais prendre un exemple qui va dire l'évidence de ces modèles-là aujourd'hui. Chacun s'accorde à dire qu'il faut faire pivoter toute notre économie si on veut éviter que les conséquences du dérèglement climatique ne bousculent pas seulement l'économie, mais bousculent toutes nos sociétés, creusent les inégalités, creusent la pauvreté, probablement ébranlent les démocraties. Si on veut faire pivoter l'économie, il faut qu'aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire montre en quoi ses propriétés, ses caractéristiques sont les mieux à même de servir de référentiel à toute l'économie. Et pourquoi est-ce qu'on a 2 caractéristiques qui rendent les acteurs de l'ESS légitimes à être les aiguillons de la transition écologique ? D'abord, nos entreprises sont non lucratives. Ça veut dire qu'elles sont mises à l'abri de la principale raison ou du principal facteur de prédation des écosystèmes humains et naturels, que sont la cupidité et cette forme d'addiction à l'accumulation permanente. Donc nous sommes à l'abri de cela avec nos organisations. Et nous sommes des organisations
non seulement non lucrative, mais aussi démocratique. Et la démocratie, elle va entraîner quoi dans les entreprises de l'ESS ? L'irruption de l'intérêt général dans la discussion stratégique, l'irruption de l'intérêt général dans la délibération entre des acteurs qui vont se mettre d'accord sur le fait que, eh bien, dans les entreprises de l'ESS, le capital ne peut pas commander tout seul. Donc, nous avons deux caractéristiques qui rendent les entreprises de l'ESS à la fois légitimes, mais pionnières en matière de transition écologique. Et c'est la raison pour laquelle, moi, mon engagement, il est aujourd'hui non seulement fort en faveur de la transition écologique, mais que je me suis tourné vers ESS France comme un des moyens de pouvoir traduire cet engagement en faveur de la transition écologique en un agenda concret, en un agenda de transformation non seulement de l'ESS, mais aussi de l'économie tout entière. Alors, Benoît, on sent qu'avec vous, le plaidoyer de ESS France va devenir peut-être encore plus politique qu'il ne l'est déjà. Quels sont les grands combats que vous voulez mener ? Quels sont les grands chantiers à ouvrir aujourd'hui pour l'ESS ? Oh, il y en a plein, mais je vais en prendre quelques-uns très vite. Le premier, c'est Orpea vient de connaître un épisode tragique où on a vu que quand on applique à une maison de retraite, pour faire simple, des critères de performance qui sont les mêmes qu'on aurait appliqués à une entreprise qui vend des missiles ou des chaussures, les conséquences sur la dignité des personnes sont catastrophiques. Eh bien, qui Orpea appelle-t-il au secours pour se reconstituer, j'espère plus qu'une image, mais une éthique. Une mutuelle. La Maïf et la Caisse des dépôts et des consignations. Un acteur privé non lucratif et l'État. Eh bien, je considère qu'aujourd'hui, dans le champ de la vulnérabilité des personnes, du soin aux personnes, du care, dit-on, de l'économie du care, eh bien, une frontière doit être tracée pour dire que nous considérons que quand une activité met en jeu la dignité des personnes, elle doit être mise à l'abri des convulsions des marchés, des spéculations des capitaux, des exigences de rendement et de performance des investisseurs privés lucratifs. Et donc, ce secteur-là doit relever ou du privé non lucratif ou du secteur public. Ça veut dire qu'il faut sortir les acteurs privés, les AXA, etc., du champ du care. Je pense que ces acteurs ne sont pas des acteurs qui sont là pour soigner les gens. Ils sont là pour d'abord gagner de l'argent en soignant des gens. Les acteurs privés non lucratifs comme les acteurs publics ont comme première mission de soigner les gens. Et donc quand se jouent des questions aussi cruciales pour la dignité des personnes, notamment des personnes âgées dépendantes et pour leurs familles, je considère oui que, et l'Europe nous le permet avec les services économiques d'intérêt général, les SIEG, que ce champ-là doit être un champ structuré par des acteurs publics et des acteurs privés non lucratifs. Le département des Landes l'a fait. Il n'y a pas une maison de retraite lucrative, eh bien, il ne s'en porte pas moins bien. Et on a là la possibilité eh bien, de proposer un champ d'essor, de conquête, de développement pour l'économie sociale et solidaire. Mais je vais prendre un autre sujet. Oui, un exemple de chantier. Un autre chantier. Aujourd'hui, on voit bien, et c'est en étant chez Mediatico que j'en parle, que se joue... il y a un enjeu fondamental autour du pluralisme de l'information et de la qualité de l'information qu'on consomme ou qu'on consulte. Moi, je veux retenir une très belle idée qui a été défendue par Agathe Cagé, l'économiste, de proposer la création d'une société de médias non lucratifs, en disant si nous développons les médias non lucratifs, nous mettrons les rédactions... C'est Julia Cagé. Oh, j'ai dit Agathe, c'est sa sœur, pardon, parce qu'elle a travaillé avec moi. Julia. C'est Julia que je connais bien, en plus, Julia, tout près de notre studio. Mille excuses Julia, et mille excuses à Agathe. Avec son association Un bout des médias. Et donc, elle propose qu'on mette les rédactions, le travail des rédactions, à l'abri de ce que peuvent être les exigences à un moment d'un propriétaire qui, lui, recherche à ce que son investissement lui permette de gagner de l'argent. Peut-être pas que le média gagne de l'argent, mais que les informations qui sont véhiculés par son média, lui permettent de gagner de l'argent ailleurs. C'est pour ça qu'on a un certain nombre de propriétaires de médias qui vont axer l'information sur tel ou tel secteur pour pouvoir gagner des marchés ou ne pas en perdre. Donc ça, c'est le modèle d'Europe du Nord, des fondations qui protègent les médias. Eh bien, je pense que c'est un bon modèle, mais que l'ESS et ESS France doivent aller au-delà. Je pense que si nous voulons travailler un changement des représentations
que nous pouvons avoir dans nos imaginaires de l'entreprise, de la réussite économique. Et si on veut que la réussite ne soit pas toujours associée à un gain d'argent immédiat pour une personne, eh bien, il faut avoir un travail sur les contenus médiatiques. Il faut que ESS France impulse une stratégie de développement des médias de l'ESS, des médias qui parlent de l'ESS, des médias qui travaillent en ESS et qui développent des contenus sur les alternatives à l'économie conventionnelle. Et enfin, puisque ce travail serait incomplet, il faut s'intéresser à la dimension éducative de cette bataille culturelle. Et sur cette partie-là, j'observe que depuis des années, une vieille revendication d'économistes qui viennent notamment du monde de l'ESS, qui est de la création d'une nouvelle section au Conseil national des universités qui s'appellerait Économie et société, qui hybride la géographie, la sociologie, l'anthropologie et l'économie, sorte du cadre institutionnel qui est celui de la pensée économique orthodoxe en France, qui a le monopole finalement de ce qu'il est bon de penser en économie, que la création d'une telle section au CNU nous permettrait de déverrouiller la pensée économique. Et en déverrouillant la pensée économique, de déverrouiller la manière dont on construit la formation de nos élites, économiques et politiques. Y a-t-il 2 minutes de cours sur l'ESS à l'ENA ? Non, mais a-t-on vu qu'un secteur qui occupe une telle place dans les solidarités, dans l'économie et dans la cohésion démocratique de notre pays puisse être totalement ignoré de ceux qui vont occuper les principaux postes de décision dans la sphère politique et sphère économique. Je pense qu'il faut en finir avec cet anachronisme. On est au mois de mars, on sort tout juste de la semaine de l'ESS à l'école. Donc il faut aller beaucoup plus loin, parce qu'on peut parler de l'université, mais peut-être aussi faut-il faire entrer l'ESS dès le lycée. Alors, bien sûr que les cours sur l'économie sociale et solidaire, et en tout cas l'apprentissage qu'il existe de la diversité dans la manière d'entreprendre, qu'on peut être non lucratif et gagner de l'argent, que c'est pas parce qu'on est non lucratif qu'on est non marchand, que ça ne veut pas dire la même chose, que c'est pas parce qu'on est en ESS qu'on n'est pas l'économie du secteur privé, on est secteur privé non lucratif. Tout ça doit s'apprendre, mais pour que ça s'apprenne correctement, il est nécessaire que l'éducation nationale, dans ses programmes scolaires, s'adosse à une recherche et une pensée économique qui se diversifie. Donc je fais un lien direct entre ce qu'il sera nécessaire de faire pour accompagner l'évolution des programmes scolaires et ce qui doit se faire en matière de recherche dans le domaine économique. Alors parmi les 3 candidats à la présidence de ESS France, Benoît Hamon, vous êtes perçu comme le représentant des associations puisque vous êtes directeur général de Singa. Comment est-ce que, alors que les 2 autres candidats, ils sont plutôt issus du milieu des mutuelles et des fondations, comment est-ce que vous regardez le rapport de l'État aux associations en France? Alors, je vais faire une précision. Effectivement, Damien, il vient des fondations. Stéphane dirige un groupe mutualiste. Ils sont soutenus par leurs 2 familles. Moi, je n'appartiens à aucune famille. J'ai beaucoup d'affection pour le mouvement associatif. Je dirige une association. Mais ma position, elle est perçue comme ça par les acteurs de l'ESS en surplomb. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que j'ai fait la loi ESS et qu'elle m'offre la possibilité de discuter avec tout le monde en ayant cette position d'arbitre qui fait en tout cas la particularité de ma candidature. Une fois que j'ai dit ça, je reste évidemment très attaché au modèle associatif. Je reste attaché au modèle associatif d'abord parce qu'il est incroyablement sous pression. Le gouvernement vient d'annoncer 10 milliards de suppression de crédits qui vont frapper le mouvement associatif, les associations. Pourquoi ? Parce que ça va diminuer la part des subventions dans leur budget. Mais ça annonce en plus 20 milliards supplémentaires en loi de finances de suppression de crédits ou d'économies budgétaires, pour le dire pudiquement, qui vont toucher le secteur sanitaire et social, qui vont toucher les associations sportives. Et les collectivités. Les collectivités, les établissements culturels qui bénéficient des subventions. Donc, par ricochet, d'innombrables acteurs privés non lucratifs vont être touchés par ces économies. Or, ces acteurs privés non lucratifs ont tous comme tâche, ou la plupart d'entre eux, de s'adresser à tous les citoyens, notamment ceux qui ont le moins. Et ce que j'ai déjà dit dans une tribune que j'ai publiée dans Le Monde, en m'adressant au ministre de l'économie et des finances, c'est qu'on ne peut pas avoir cette doctrine qui est la sienne, parce qu'on gagne moins, on dépense moins, et concentrer le fait de moins dépenser sur ceux qui, dans la société, gagnent le moins, c'est-à-dire les plus modestes. Mais Benoît Hamon, la dette de la France a explosé. Bercy nous dit tout le monde doit faire des efforts, y compris les associations. Oui, mais alors on va commencer par ceux qui n'en ont pas fait depuis 10 ans, peut-être, puisque moi, j'ai pas de problème à dire que tout le monde doit faire des efforts, mais observons qu'il y a un dogme aujourd'hui
dans la politique fiscale française et la politique économique. On ne touche pas à la rente. On ne touche pas à l'impôt sur la fortune, on ne touche pas au rendement de l'impôt sur le capital, et on préserve cela du moindre effort. Et il est impossible que certains qui ont le plus soient préservés du moindre effort, quand ceux qui ont le moins sont non pas touchés par des hausses d'impôts, parce que la plupart d'entre eux n'en payent pas, mais par une baisse des services qui leur sont rendus, ou par l'abandon de services publics, ou par l'abandon de services d'intérêt général qui sont assurés par les associations. Et je voudrais rappeler quand même que dans la Déclaration des droits de l'homme figure un principe qui est que on paye l'impôt selon ses facultés. Et que Bercy serait bien inspiré de se rappeler les textes fondateurs de la République qui disent que chacun doit payer l'impôt selon ses facultés. Considère-t-on aujourd'hui que les plus grandes fortunes, qu'elles soient dans l'entreprise ou individuelles, sont mises à contribution à la hauteur de leurs facultés? La réponse est évidemment non. Donc la stratégie ne peut pas être de seulement demander des efforts à ceux qui en ont déjà fait beaucoup et non plus que l'os parfois à ronger, tandis que d'autres seraient épargnés par l'effort. C'est aussi simple que ça. Moi, je suis pas en l'occurrence, je pense qu'il faut en finir avec l'idéologie en matière fiscale. Et aujourd'hui, nous avons une politique qui est trop imprégnée d'idéologie. On va rester une seconde sur les associations et on va peut-être encore parler d'idéologie. Je veux creuser cette question du rapport de l'ESS à l'État, des associations à l'État, au travers de la politique de subvention. Aujourd'hui, les associations disent « on nous demande constamment des appels à projets, donc on doit répondre systématiquement à de la commande publique ». Quelle est votre vision de la subvention publique pour soutenir le financement des associations ? Légalement, la subvention a été sécurisée dans quelle loi ? La loi de 2014. C'est la loi de 2014 qui donne un cadre juridique à la subvention et qui dit, notamment aux donneurs d'ordre, à ceux qui peuvent financer les associations par la subvention, vous n'êtes pas obligé de mettre en concurrence des associations, de passer par des appels à projets pour financer des activités associatives. Il y avait une crainte parmi un certain nombre d'élus que le droit européen puisse se retourner contre une politique qui serait une politique de subvention et nous avons sécurisé cela. Donc on peut aujourd'hui faire de la subvention. Que se passe-t-il en réalité sur le terrain ? Beaucoup d'acteurs publics, parce que leurs moyens de mener des politiques publiques ont baissé, parce que leurs moyens de développer des services publics se sont réduits, s'appuient sur le secteur associatif pour lui déléguer une part de leur projet politique. Je m'explique. La grosse différence, si demain Singa est financé dans un appel à projet ou par subvention. Si je suis financé par subvention, c'est mon projet associatif que je vais mettre en œuvre sur la base d'une subvention qui me sera donnée par X. Si X me dit j'ai tel projet, je vous demande, vous, Singa, et d'autres associations, de me proposer le chemin par lequel ce projet sera réalisé, je deviens quoi ? Je ne deviens plus une association qui met en œuvre son projet associatif en faveur de l'inclusion des réfugiés, je deviens l'association Singa qui met en œuvre le projet de la collectivité et qui, pour le mettre en œuvre, répond à un cahier des charges fixé par cette collectivité. C'est là la grande différence, c'est qu'on a une forme d'appauvrissement du projet associatif qui est lié à la manière dont on est financé. Et à l'évidence, le mouvement associatif a plus que raison quand il dit il faut que la part des subventions réaugmente dans le financement des associations. Pourquoi ? Parce que plus on est financé par des appels à projets, moins finalement l'intégrité du projet associatif qui a justifié un jour que l'association soit créée, eh bien moins l'intégrité de ce projet est respectée. Alors, c'était important de parler des associations parce qu'elles représentent 80% des structures de l'ESS, mais on a 20% d'autres structures qui sont des coopératives, des fondations, des mutuelles, des entreprises sociales. Et je voudrais vous demander quel est votre regard sur le rapport de l'ESS avec le secteur privé. La confrontation avec l'entreprise, la confrontation avec le marché. Le secteur privé, même les associations, c'est du droit privé. Toutes les acteurs de l'ESS sont des acteurs privés. Quand bien même ils ont dans leur collège, c'est le cas des sociétés coopératives d'intérêt collectif, des collectivités locales. Nous restons des acteurs privés, tous. Certains sont sur des marchés, d'autres pas. Certains ont une lucrativité limitée, d'autres sont entièrement non lucratifs. Et on a effectivement des acteurs comme les coopératives, qui sont, elles, des acteurs privés classiques, on va dire, au sens où ce sont des entreprises coopératives, mais qui sont sur des marchés en concurrence avec des sociétés, des entreprises de l'économie conventionnelle, des mutuelles qui sont, elles, privées non lucratives, mais en concurrence avec des sociétés d'assurance capitalistiques. Et donc, on doit évidemment tenir compte des réalités économiques de ces modèles et dire quoi ?
moi, je pense que les modèles qui sont ceux de l'ESS, qui sont à la fois démocratiques et privés non lucratifs, doivent être défendus. Que s'est-il passé et que se passe-t-il depuis plusieurs années, par exemple, dans le secteur de la complémentaire santé ? Il y a des choix qui ont été faits, qui sont de basculer de l'adhésion individuelle à une mutuelle à des contrats collectifs. Ça n'est plus désormais moi qui choisis ma mutuelle, c'est mon employeur. Et c'est devenu vrai également dans la fonction publique. Demain, un ministre pourra décider qui d'AXA ou de la MGEN va couvrir 1 million d'enseignants. Quand jusqu'ici, les enseignants adhéraient à la MGEN au nom du projet social qui était celui de la MGEN, un projet solidaire qui assurait que quand je suis retraité, là où mes besoins de santé augmentent et là où mes revenus baissent, je n'ai pas une explosion des coûts de mes complémentaires santé au nom de la solidarité entre enseignants et sociétaires d'une même mutualité. En sera-t-il de même quand demain, le secteur, qui est le secteur privé lucratif, prendra en charge la complémentaire santé? Nous savons que non. Nous savons que non. Pourquoi ? Parce qu'il faudra que le rendement ou le résultat net prime sur la solidarité entre les sociétaires. Donc, ce que je crois, c'est que il faut, avec par exemple les mutuelles, essayer de penser à la façon dont leur modèle économique va évoluer en raison de cette transformation, mais même leur modèle politique va évoluer. Si demain, je ne suis plus adhérent moi-même d'une mutuelle, vais-je m'investir dans la démocratie de cette mutuelle ? Moins spontanément que si j'ai choisi cette mutuelle pour son projet social. Donc ça veut dire qu'il faut repenser le modèle démocratique et la gouvernance démocratique de ces organisations. Mais mieux, plutôt que de rester sur la défensive, il faut essayer d'imaginer tous les domaines dans lesquels la prévoyance fait sens. Pourquoi ? Parce que la mutuelle, c'est quoi ? C'est je prévois le jour où je serai malade. Je prévois le jour où je serai à la retraite. Et autour de la prévoyance, dans le domaine de la transition écologique, dans le domaine de l'emploi et de la perte d'emploi, on peut imaginer bon nombre, dans le domaine de l'alimentation, bon nombre de secteurs dans lesquels la mutuelle peut se transformer pour redonner une légitimité à l'inspiration géniale qui a été celle des caisses de secours. Le jour où les travailleurs n'attendaient pas de leur patron qui leur donne une retraite ou qu'il les paye pendant qu'ils tombaient malades ou avaient un accident au travail. Ils mettaient de côté entre eux. Certains d'entre eux ne tombaient pas malades, d'autres oui, et la caisse de secours intervenait. C'était une inspiration géniale. Comment, dans d'autres domaines que celui de la santé, penser l'avenir de la mutualité ? Voilà un beau sujet sur lequel s'impliquer, sur lequel j'ai envie de m'impliquer comme président de ESS France. Les travailleurs, les citoyens qui s'organisent eux-mêmes. Benoît Hamon, la 5e branche de la famille de l'économie sociale et solidaire, la plus récente, c'est celle des entreprises solidaires agréées d'utilité sociale. Elle bénéficie de l'agrément ESUS. Pas toutes, il y a les sociétés commerciales de l'ESS et celles qui sont agréées ESUS. Absolument, oui, distinction entre les deux. Est-ce qu'il faut, elles sont très peu nombreuses, les entreprises agréées ESUS, il y a à peu près 4000 en France, d'après les derniers chiffres du ministère. Est-ce qu'il faut faire évoluer l'agrément ESUS que vous avez porté dans la loi de 2014 et comme le souhaite d'ailleurs le délégué ministériel Maxime Baduel ? Ouais, bon, on discutera avec Maxime Baduel des intentions du gouvernement sur l'agrément ESUS. La question est de savoir que veut-on en faire. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut créer un véhicule qui permette à une entreprise conventionnelle de se transformer pour devenir une entreprise de l'ESS. Et que l'agrément ESUS, s'il doit évoluer pour le permettre et le faciliter, pourquoi pas, mais il faut qu'on évite finalement de se compliquer la tâche en créant de la confusion sur l'agrément ESUS. Donc on ne parle pas des entreprises à impact, on ne parle pas des entreprises à mission, on ne parle pas des entreprises Bicorp, on parle de l'agrément ESUS. Non, mais c'est là où il faut... Les sociétés commerciales de l'ESS, c'est quand je suis une société commerciale et que je décide d'intégrer une série de propriétés d'entreprises de l'ESS pour devenir une société commerciale de l'ESS. Je peux en plus solliciter l'agrément ESUS qui va m'amener à aller plus loin en matière d'échelle de salaire, en matière d'utilité sociale, en matière de mise en réserve de mes bénéfices. Donc il y a des engagements qui sont des engagements plus forts. Ce que je crois, c'est qu'il faut penser ces transitions de manière à devenir attractifs pour les sociétés conventionnelles qui se disent, au fond, c'est par la non-lucrativité, la délibération collective et l'utilité sociale que je redonnerai véritablement un sens au projet de l'entreprise que j'ai créé il y a 5, 10 ou 15 ans. Et ce sont ces chemins qui m'intéressent. Et sur ces chemins, je trouve intéressant le travail qui est fait par le mouvement Impact France. Je trouve intéressant de leur réflexion de dire pourquoi ne pas se revendiquer, nous, les sociétés à impact, puisque c'est nous qui l'avons inventé, l'impact. Nous sommes les premiers entreprises de l'ESS à avoir pensé l'utilité sociale. Il n'y a pas une innovation sociale qui ne vienne pas de l'ESS. Il n'y a pas une innovation démocratique qui ne vienne pas de l'ESS. La plupart
plupart des innovations dans le domaine de la transition écologique viennent de l'ESS. Donc l'impact, encore que ce mot, je m'en méfie, ce que je disais, notamment l'impact écologique, j'ai l'impression que la nature a plus besoin de douceur que d'impact aujourd'hui. Mais en tout cas, je trouve intéressant le fait qu'ils disent plantons le drapeau puisque c'est nous qui sommes les producteurs d'impact. Et plantons le drapeau en disant nous allons construire demain des référentiels qui seront utiles pour créer un chemin de progrès dans l'ESS, pour qu'on continue à améliorer nos bonnes pratiques, sur la base du guide des bonnes pratiques, sur la base de l'impact score, sur la base des labels qui peuvent exister à l'initiative de la Fédération des entreprises d'insertion, sur l'entreprise inclusive. On peut construire un référentiel commun qui nous propose à nous un chemin de progrès pour être plus redevable, plus exemplaire, qu'économie sociale et solidaire n'apparaisse pas comme un oxymore à l'oreille de la plupart des gens, comme quelque chose d'une contradiction indépassable. Et en ayant un référentiel dont on serait nous-mêmes assez fiers, on servirait de ce référentiel pour aider celles et ceux qui veulent pivoter à se rapprocher des modèles de l'ESS. Vous me dites les entreprises à mission. Les entreprises à mission, moi, quand elles sont arrivées, je n'ai pas vu ça comme une mauvaise nouvelle. Que des gens se disent, des gros ou des petits ou des moyens, on veut intégrer une mission d'intérêt général à notre objet social, est une bonne chose. Il faut être maintenant attentif à ce que ces entreprises à mission s'arrêtent pas au milieu du gué. Et je vais même vous dire, chiche, rejoignez-nous. J'ai plutôt envie de leur dire, regardons le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et même si les entreprises à mission ne sont pas des entreprises de l'ESS, elles ont plutôt fait un chemin vers nous. Donc félicitons-nous que ce soit le cas. Et je répète par ailleurs, si nous ne savons pas construire des alliances et des coalitions entre acteurs de l'ESS et acteurs de l'économie classique ou conventionnelle, collectivités locales ou pouvoir public, on ne fera pas pivoter l'économie. Or, il y a un mur qui s'appelle plus 2 degrés, plus 3 degrés ou plus 4 degrés. Et ce mur-là, il nous revient, et c'est désormais une responsabilité de l'ESS, de prendre en charge une partie du mouvement de l'économie pour éviter cette trajectoire au désastre. J'insiste là-dessus. C'est une responsabilité. On ne pourra pas... Moi, je n'accepterai pas la position qui consiste à dire on a un ADN chimiquement pur, on est formidable, et on va regarder le monde s'effondrer parce que les autres n'auront pas pivoté, mais nous, on était parfaits. Et on sait qu'on n'est pas toujours les plus parfaits, évidemment. En tout cas, on est perfectible, mais tous les acteurs de l'ESS le disent qu'ils sont perfectibles, heureusement. Dernier sujet, Benoît Hamon, nous sommes toujours au mois de mars. Le 8 mars, c'est la journée internationale du droit des femmes. Il y a beaucoup de femmes talentueuses dans l'économie sociale et solidaire. Aucune n'est candidate aujourd'hui à la présidence de SS France. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Il y a 66% de femmes qui travaillent dans l'ESS et 0 candidate à la présidence de SS France. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que dans l'ESS comme ailleurs, le plafond de verre, les parois de verre aussi fonctionnent. Le plafond de verre, c'est quoi ? C'est que globalement, on retrouve les hommes dans des postes de direction, et quand les femmes accèdent à ces postes de direction, elles y accèdent sur des fonctions qui sont des fonctions moins régaliennes et stratégiques que les hommes. Ça, c'est un phénomène qui concerne toutes les positions de pouvoir. Et dans l'ESS, il y a des positions de pouvoir, comme il en existe dans l'économie conventionnelle ou comme il en existe dans la politique. Et on trouve plus naturellement des hommes dans les positions de pouvoir. Il faut donc déverrouiller cela. Moi, l'engagement que je prends, il est assez simple. Il n'est pas simplement de s'assurer que la parité existe dans les instances de direction de SS France. D'ailleurs, au passage, je pense que l'objectif doit être de faire du conseil d'administration et du bureau de vraies instances de délibération où celles et ceux qui représentent des organisations ont mandat de représenter ces organisations pour prendre la parole. Pour pas qu'on ait l'obligation d'aller chercher dans des discussions avec un jour les coopératives, ailleurs les mutuelles, etc., des validations d'orientation prises au sein du CA de SS France. C'est ça, vous parlez du CA de SS France, absolument. Pas du conseil d'administration d'une association. Non, de SS France, absolument. Je pense que le bureau doit aussi être représenté par des femmes et des hommes qui seront investis d'une tâche avec une représentation à assurer en externe et en interne, et être redevable de cette tâche en externe et en interne. Mais au-delà de ça, je dis, l'engagement que je veux prendre, il est sur le fait que l'ESS soit représentatif de la société et de l'économie française. On ne peut pas être à l'écart de l'interculturalité, de la diversité de notre société. Il y a quelque chose d'un peu choquant à être l'économie sociale et solidaire et à avoir un visage si homogène, si uniforme, là où la société est si plurielle. Donc, mon engagement, il sera évidemment sur les questions d'égalité entre les femmes et les hommes.
Il sera sur les questions de diversité et d'interculturalité. Je terminerai par ça pour vous dire que je pense que ce serait un très beau symbole pour l'économie sociale et solidaire de placer à sa tête pas l'ancien ministre de l'ESS. Ça, au fond, on s'en fout un peu, je vais vous le dire. Mais quelqu'un qui dirige une association dédiée à l'inclusion des personnes réfugiées. Parce que la ligne de front sur laquelle on juge d'une société humaniste, ou si c'est une société humaniste ou pas, c'est celle qui nous amène à reconnaître dans celui qui vient de loin notre père, notre égal ou pas. Or, on voit que nos modèles s'effondrent dans ce domaine. On voit que nos valeurs s'effondrent. On voit que la tendance qui domine, c'est la déshumanisation des personnes étrangères. Mais je voudrais rappeler que pour déshumaniser l'autre, il faut d'abord se déshumaniser soi-même. Et je pense que réhumaniser l'économie, réhumaniser la société, c'est une priorité. Et une de mes tâches sera de contribuer à cela à travers le mandat à la tête de ESS France. Et bien sûr, je précise pour ceux qui ne l'auraient pas compris que si vous êtes élu à la présidence de ESS France, c'est une fonction bénévole où vous restez donc directeur général de Singa. C'est la première fois qu'il y a plusieurs candidats à la tête de ESS France. L'élection aura lieu le 10 avril lors d'un conseil d'administration de ESS France. Si il y a 30 votants. 30 votants, dont toutes les CRES régionales. 12 d'entre elles. 12. Si vous êtes élu, votre mandat débutera lors de l'Assemblée générale du 12 juin prochain. Quelle sera votre première décision si vous êtes élu ? Je ne vais pas sortir une décision comme du chapeau en disant ce sera là. Mon problème, ce sera de mettre en ordre de marche l'ESS. Or, dès le 9 juin, aura commencé la discussion sur la préparation de la loi de finances. On sera déjà très avancé dans les arbitrages budgétaires et il faudra que le ministère de l'Économie et des Finances mobilise des moyens de financer les CRES. Donc j'ai deux propositions à leur faire. Soit on fait une mesure budgétaire classique qui permette de financer les CRES à hauteur des missions que leur donne la loi, je le rappelle, parce que c'est la loi qui les leur donne. Soit on crée une ponction sur les taxes parafiscales payées par les entreprises pour financer les chambres des métiers et les chambres de commerce et d'industrie. Après tout, dans les chambres de commerce et d'industrie, il y a des entreprises de l'ESS. Pour que soient prises en charge spécifiquement leurs besoins, il serait logique qu'on puisse prélever un fragment de cette taxe parafiscale pour financer les CRES. Ce serait indolore pour le budget de l'État. Donc je le souffle à l'oreille de Bruno Le Maire. Ce serait peut-être une bonne idée pour financer les CRES sans que ça ait faire souffrir sa stratégie d'économie budgétaire. Merci beaucoup, Benoît Hamon. Merci à vous. Directeur général de Singa, candidat à la présidence de ESS France. On vous souhaite une très bonne campagne et bien sûr, on se retrouve à partir du 10 avril pour avoir le résultat de cette élection.